une petite question sur vous-même et sur votre parcours, Kamakolo, Globomi et tous ces traders au Burkina Faso. Actuellement, ça fait les news, si on peut le dire ainsi. Il y a des problèmes d'investisseurs qui ont été, disons, qui ont perdu de l'argent, qui a des questions de justice, voilà, avec Globumi et avec d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous qui avez été proche de Kamakolo, de Globumi? Quelle est votre réaction et parce que vous êtes un tout petit peu dans ce truc-là, quelle est votre réaction? Bienvenue à tous pour Crypto Economy Politics, pour les interviews, bien sûr. Aujourd'hui, on reçoit Ismaël Issa Nakro. C'est un jeune du Burkina Faso. C'est un entrepreneur également. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a créé des startups, par exemple Best Click au Burkina Faso. Il est très actif. Il est membre de Jeune Chambre internationale, je pense. Il va nous préciser tout ça. Aussi du ballet citoyen, il a participé à des concours, également à ce qu'on appelle généralement Ecoin, le grand mouvement Ecoin, la crypto-monnaie. Il va nous parler aujourd'hui de la crypto-monnaie Ecoin. Alors, Ismaël Issa, bienvenue. Bonsoir. Encore une fois, je suis heureux de vous recevoir. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de la communauté Ecoin. Vous êtes Brain Ambassador pour Ecoin. Alors, je vais vous laisser vous présenter, OK? Votre nom, prénom, j'ai déjà donné le nom, prénom, mais vous pouvez déjà donner une description plus intéressante, plus succincte, et voilà, de votre personne. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ok. Je suis Ismaël Issa Macro. Je suis un passionné de nouvelles technologies. Et voilà, j'ai depuis 2015 créé une entreprise qui s'appelle The Best Click, qui est spécialisée dans la communication digitale. Et donc, je suis résident au Burkina Faso, plus précisément à Bobo-Dioulasso. Et voilà, en plus de ça, je suis un fan du leadership, donc je suis militant dans des organisations telles que la Jeune Chambre internationale, où je suis membre de la Jeune Chambre internationale Bobo Dioulasso et membre du réseau Young African Leadership Initiative du programme d'État américain YALI. Okay. Voilà, donc je suis un passionné du leadership et puis voilà, de tout ce qui est entrepreneuriat et nouvelles technologies à part ça, je suis trader indépendant. Ok. Donc, votre histoire avec la crypto, comment vous êtes entré dans comment vous avez découvert la crypto la première fois? Bon, pour la première fois, je crois que c'est sur Facebook. Je crois que c'est en 2013 ou 2016 comme ça, où il y a quelqu'un qui est rentré dans mon inbox. Il m'a dit qu'il a une opportunité qu'il a à m'offrir et que si j'avais un peu d'argent pour investir dans le OneCoin. Dans le OneCoin. 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 Wow, intéressant. Ça s'est avéré une déception pour beaucoup de personnes. Oui, effectivement. J'avais essayé de réunir un peu de sous pour pouvoir me lancer un peu dedans sans trouver les fonds nécessaires à pouvoir acheter des OneCoin. Et du coup, je n'avais pas appréhendé toute cette technologie-là avec cette ampleur. Et après 2017, je pense 2017, où il y a une société aussi au niveau du Burkina, une société d'investissement qui s'était lancée dans la création d'un projet de crypto-monnaie appelé Kamakolo.
Oui, où oui, j'ai oui. vraiment essayé d'apporter de la lumière sur ce projet-là. Et OK. malheureusement aussi, c'est ce Oui. qui, Uh-huh. certains cas justice actuellement. Et donc, voilà. Wow, wow. Pour récapituler, vous dites que votre première expérience avec la crypto, c'était OneCoin. C'est ça? Ouais. Et Mon ensuite, premier contact, c'était OneCoin. premier contact, c'était OneCoin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous mondialement que OneCoin, ça s'est mal passé, c'était une fraude. En tout cas, les gars ont disparu. Quelle était votre deuxième crypto-monnaie que vous avez acheté ou vendu? Votre deuxième? C'est plus le Kamakolo. Le Kamakolo. OK, donc premièrement, OneCoin, deuxièmement, Kamakolo. Et actuellement, encore une fois, Kamakolo, ça a des soucis. En tout cas, il y a des soucis autour de Kamakolo. Mais ce qui est maintenant, vous êtes avec Ecoin, la crypto-monnaie Ecoin. Vous êtes ambassadeur. Et quel est en fait votre rôle en tant que brand ambassadeur de Ecoin? Faut dire que nous sommes des volontaires, nous sommes des volontaires engagés pour permettre aux gens de connaître un peu Ecoin, Oui, de pouvoir créer une nouvelle économie pour la jeunesse africaine et de pouvoir accompagner ce projet-là qui est vraiment d'une vision noble. C'est un projet qui est assez intéressant et passionnant à la fois parce que il faut dire que les ambassadeurs ECON, c'est une équipe de jeunes entrepreneurs de partout le monde qui sont oui, pétris de talent OK. et qui contribuent comme acteurs clés à connaître ce projet-là et également à tout mettre en œuvre pour que la mission et la vision puissent se réaliser. Donc, ce sont des volontaires qui sont engagés pour pouvoir soutenir la fondation Econ OK. à promouvoir l'écosystème de la crypto Econ. Et surtout que on sait que Econ c'est un philanthrope, donc Oui, ces entrepreneurs africains qui accompagnent ce projet là aussi ont un peu un sens de bénévolat et de philanthropie aussi pour permettre à cet écosystème-là de pouvoir permettre vraiment une libération totale de l'Afrique et une participation plus financière des jeunes entrepreneurs africains à travers leur propre écosystème. Voilà. comment accueillir Ecoin? Parce que j'ai vu sur le site, on parle de Bitrex, mais est-ce que Ecoin a un wallet? Comment on acquiert finalement Ecoin? Actuellement, la principale voie d'acquisition du Ecoin reste Bitrex OK. parce que c'est l'échange sur lequel Econ est listé et disponible actuellement en achat. Voilà, donc OK. pour acheter du Econ, il faut l'acheter sur Bitrex Global. OK. Donc, certainement, je t'enverrai le lien utile pour que OK. ça permette aux personnes qui souhaiteraient entrer en possession du Econ de pouvoir le posséder. OK. Hormis ça, il faut dire que il y a l'application Equen qui est en développement et en test par les ambassadeurs. Donc, OK. il y a un certain nombre d'ambassadeurs. Moi, je n'y fais pas partie pour OK. l'instant. Mais il y a OK. une première vague d'ambassadeurs qui sont déjà entrés en test de la plateforme de l'application Equen. Je ne sais pas si vous êtes amateur des NFT. J'ai vu Ecoin NFT et j'ai vu qu'il y a eu même des ventes. Pourquoi cet intérêt pour les NFT? Euh, Pourquoi cet intérêt pour les NFT? C'est dire que, vous voyez, la récente pandémie ou, Oui, je sais pas, oui, la COVID, oui, oui, la COVID-19, oui, ça a permis aux gens de pouvoir euh, s'intéresser à beaucoup de choses. oui, oui, Et oui, Ekman est déjà avant tout un artiste. oui, oui, oui. Euh, un artiste
Et vous savez, avec cette pandémie-là, le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le redéconfinement, il est beaucoup plus difficile pour les artistes de se créer des sources de revenus, d'exprimer leurs talents. Et donc, ces talents-là étaient consignés. Oui, 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 oui. Consignés. Et donc, je crois que c'est cette vision-là qui a permis à l'artiste de pouvoir développer avec Tago.io et NFT et de pouvoir permettre aux artistes de ne pas être confinés et de pouvoir explorer et exploiter leurs talents malgré cette situation sanitaire qui s'avère être une opportunité pour les non-fungible tokens, pour les NFT, et qui va permettre aux artistes d'exprimer leur talent et de pouvoir se créer un revenu. C'est ça, c'est ça. Les NFT vont permettre l'expression du talent, mais également permettre de créer des revenus pour les artistes. C'est ça, c'est je ça. crois que les NFT sont aujourd'hui une voie pour les artistes de pouvoir se créer énormément de bonheur. Voilà, et avec les NFT, on pourrait certainement, les pirateries ne vont pas exister. Je crois que vous considérez avec moi que le monde musical, c'est également le monde artistique, c'est le piratage qui pousse les artistes. Et il paraît que cette technologie qu'on a aujourd'hui, la blockchain, ça nous offre un meilleur avenir et ça va permettre aux gens de pouvoir sécuriser leurs talents, de pouvoir permettre de vivre de leur art. Super, super. En tout cas, ça, c'est un coup pour les artistes. Il y a des moyens de sécuriser vos créations à travers des outils comme les NFT, lutter contre la piraterie, augmenter vos profits, etc. Bon, ça, c'est très bien. En tout cas, j'espère qu'ils vont plus s'intéresser aux technologies comme la blockchain. On va rentrer dans la dernière partie de cette interview, mais juste avant d'entrer dans cette partie, une petite question sur vous-même et sur votre parcours, Kamakolo, Globumi et tous ces traders au Burkina Faso. Actuellement, ça fait les news, si on peut le dire ainsi. Il y a des problèmes d'investisseurs qui ont été, disons, qui ont perdu de l'argent, qui a des questions de justice, voilà, avec Globumi et avec d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous qui avez été proche de Kamakolo, de Globumi? Quelle est votre réaction et parce que vous êtes un tout petit peu dans ce truc-là, quelle est votre réaction? Je me dis que c'est la beauté de l'humanité, la beauté du cycle de la vie. Il y a des moments où il y a des personnes qui vous apportent toujours une lumière, qui vous réconfortent dans vos passions et dans vos décisions, dans vos prises de décision. Il y a certaines fois où on fait les choses sans trop vouloir vexer les gens, sans trop vouloir blesser. Il y a des fois aussi où cela arrive sans le vouloir. On a connu une société qui a donné de l'espoir à beaucoup de jeunes, qui a formé énormément beaucoup de jeunes. On a eu affaire à une société qui certainement n'avait pas une maîtrise de certaines choses qui, au final, les a emportés. Et aussi, il faut se dire que tout ce qui
est hors de notre contrôle peut nous échapper. Ce qui est aussi à notre contrôle peut nous échapper. Je sais qu'un trader, c'est les émotions. Et beaucoup de traders le confirmeront. Les pressions, lorsqu'on les a à un certain niveau, on peut faire du blackout, du burn-out. Voilà. Donc, toutes ces émotions, ça m'a énormément touché parce que je pense qu'au début, ces sociétés-là n'étaient pas venues avec certains esprits. Mais au final, on s'est retrouvé avec des sociétés qui sont entre les mains de la justice. Peut-être que certaines sociétés, puisqu'il ne s'agit pas seulement de Globumi, il y a plusieurs sociétés au Burkina. On parle de Globumi, de Royal Finance, de Barca Finance. Il y en a énormément, voilà. Et aujourd'hui, même au Togo, on parle au Togo, au Ghana, au Bénin, il y a au Cameroun, il y a beaucoup de sociétés qui se sont retrouvées entre les mailles de la justice pour certaines raisons. La meilleure série de tout ça, c'est que toute chose que nous voulons ou que nous souhaitons, il nous faut d'abord nous assurer d'avoir une meilleure formation et une meilleure maîtrise de l'information et de toutes les informations qui vont graviter autour de cette chose-là. Donc, il faut avoir l'information juste, l'information parfaite, l'information en temps réel, qui nous amène dans un monde où on est dominé par plus les données, l'information, un monde qui est beaucoup plus dominé par l'information. Ce qui est vrai hier peut ne pas l'être aujourd'hui et ainsi de suite. Donc, ces sociétés-là ont à un certain moment garanti un retour sur investissement en sachant ou en ne sachant pas que ce sont des métiers à très haut risque. Et donc, ce sont des métiers à très haut risque. Aujourd'hui, les cryptos nous le confirment. Ou encore, lorsqu'on a parlé de Elon Musk, il suffit d'un tweet pour que le marché ait une certaine quantité de liquidité qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est les émotions. Et ça va faire un coup, une hausse et ça va faire une baisse. Voilà, c'est les cycles. Voilà, ça a un début, ça va atteindre une maturité, ça va rechuter. Il faut que le conditionnement psychologique des populations puisse leur permettre de se dire que nous nous aventurons dans ce monde-là avec de l'argent, mais nous ne devrions pas nous aventurer avec toute notre épargne. C'est ça, c'est ça. Nous ne devons pas nous aventurer avec toute notre épargne. Donc, on a tous été fautifs, on a tous péché parce que on n'avait pas tous les maîtrises parfaites de certaines informations. Et cette société-là n'optait pas avec ou n'avait pas une certaine transparence également vis-à-vis des fonds qu'ils récoltaient ou vis-à-vis de la gestion des portefeuilles qu'ils faisaient. L'idéal serait que peut-être chaque investisseur qui est allé vers ces sociétés-là à son compte, voir l'évolution de son compte, voir si aujourd'hui j'ai un retour, demain je peux avoir une perte également. S'il y avait toute cette transparence-là, je crois que l'affaire aurait été résolue. Déjà depuis 2018, je pense, depuis 2018-2019, ça fait déjà plusieurs années que cette affaire-là traîne en justice. Il y a des gens qui ont investi énormément de gros millions
Aujourd'hui, avec les rapports d'audit qui ont été servis par la justice, certaines sociétés sont dans l'incapacité de pouvoir honorer les paiements. Certaines sociétés n'ont pas pu, en raison de la non-disponibilité de leurs dirigeants, être auditées. Certaines sociétés ayant présenté des business models de rentabilité qui ont été jugés selon l'expert de l'audit là, non rentables avec ce modèle économique, parce que dans le rapport, il est figuré que certaines sociétés voulaient faire du minage, d'accord, voulaient créer des fermes de minage et que l'entretien ou les frais d'exploitation de ce type de minage-là ne pouvaient pas leur permettre de pouvoir avoir un retour sur investissement pour le fonctionnement de la société, mais également pour payer les taux d'intérêt qui avaient été promis aux investisseurs. Il y a certaines sociétés aussi où c'est la perte totale. C'est la perte totale de capitaux parce que peut-être les traders ne sont pas aussi professionnels qu'ils l'ont fait croire, parce que certaines choses, on n'est jamais professionnel aussi. Et il faut dire que lorsqu'une information arrive, ou quand on est au début d'une action, tout le monde se constitue en expert. Et bon, ou quand on voit qu'une opportunité est juteuse, tout le monde se dit voilà, je peux le faire. Il faut dire que le trading est assez simple. Et effectivement, c'est acheter bas, revendre haut. Voilà, donc faire également des ventes à découvert, acheter haut et puis racheter lorsque les prix vont chuter. C'est un mécanisme assez simple. Et c'est cette facilité-là qu'on se dit que, bon, on peut gagner de l'argent réellement ou facilement, mais on sait que également, on oublie les risques en même temps. Vu que le potentiel de gain est rapide et flagrant, on voit qu'on gagne, c'est réel. Les crypto-monnaies, c'est réel. Les marchés financiers, c'est réel. On gagne de l'argent avec les effets de levier. On gagne de l'argent, mais il y a le retour de ces effets de levier-là aussi qui sont des pertes. Même si beaucoup d'investisseurs ne s'y attendaient pas, c'est malheureusement ce qui est arrivé. C'est une psychologie maintenant à adopter. Et ça va faire le tamis, hein, ça va faire un prix des personnes qui venaient adhérer comme étant des suivis. Voilà, comme étant, ça va permettre de capter le suivi. Ça va permettre d'identifier des personnes réellement passionnées. Ça va permettre d'identifier des personnes désireuses à prendre. Et également, ça va permettre aux gens aussi de pouvoir se reconstruire. Parce que même après un échec, on peut certainement avoir de l'espoir et se dire que oui, on a tous été fautifs et on peut se reconstituer, on peut toujours faire confiance au marché financier, on peut toujours se donner la peine de pouvoir revenir à zéro et apprendre, maintenant s'essayer et au final réussir. Voilà. Un peu comme votre histoire, quoi. Voilà, un peu comme mon histoire, parce que même je perds toujours. Moi, ma réserve aussi, c'est que en matière d'investissement ou en matière de club d'investissement, lorsqu'on veut faire de l'investissement ou lorsqu'on veut être une société d'investissement, il faut avoir un dialogue franc avec ses investisseurs, avoir
un conseil d'administration, diront, avoir une transparence absolue, et avoir un conseil qui va dire que, bon, voilà, effectivement, voilà, nous avons telle vision, nous voulons que vous veniez par rapport à ça. Je suis le CEO, mais je réponds aux ententes d'un conseil. Et du coup, la responsabilité également, et ça va désengager un peu le CEO de certaines responsabilités, de certains risques. Voilà, c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certains dirigeants de certaines sociétés sont au niveau de la MAPO. Ces risques-là sont probables. Et donc, si vous avez un conseil avec vos investisseurs qui disent, bon, nous avons de l'argent, voilà, nous voulons que cet argent-là soit utilisé pour payer tel crypto, parce que c'est facile de dire, je suis société d'investissement. C'est facile de dire que je vais créer, je vais connecter vos fonds et je vais investir dans tel crypto qui va donner ça, et je vous promets un retour de 10% par exemple. Et je ne vous montre pas quelle a été la rentabilité sur tel crypto, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers de cryptos. Aujourd'hui, je peux dire, je prends, c'est un exemple, hein, nous collectons 10 millions, nous disons que ces 10 millions-là doivent rapporter 10% et que ces 10%-là par mois, nous ne disons pas dans quoi nous avons généré 10%. On prend d'autres personnes, on prend leur argent et on redistribue à ces 10 millions collectés-là le pourcentage. Et ça devient du coup un système Madoff ou un système pyramidal. Un système de Ponzi qu'on peut mettre en place et qui va pas nous être profitable parce qu'à la longue, le système va écouler. Pourtant, si dès le départ, nous avons montré de la transparence, nous disons que nous avons 10 millions, ces 10 millions-là, nous allons prendre 10% de Dogecoin, 10% d'ADA, 10% d'Ethereum, 10% de Bitcoin, 10% de MKR, 10% etc. Donc, nous avons divisé nos 10 millions avec 10 cryptos bien connus qui pourront avoir des retours et qu'on peut également vérifier sur la blockchain parce qu'à telle date, on a collecté 10 millions. À telle date, ces 10 millions-là sont passés sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain Bitcoin, sur la blockchain Cardano, etc. Et sur XLM, on a investi tel montant, c'est prouvable. Et à la fin, si on dit chaque fin du mois, on va payer les gens, à la fin du mois, qu'on fasse sortir une liste de ces crypto-actifs qu'on a de notre portefeuille, qu'on dit à nos investisseurs, voici les 10 millions qui ont été répartis dans ce portefeuille. Du coup, nous fermons tous les 10 millions. Chacun est responsable. Et ça ne va pas se dire que, bon, c'est le CEO qui a pris la décision unilatérale. Il va répondre. Voilà. Je pense que vous donnez un point très intéressant. C'est-à-dire la transparence. Il faut que les entreprises d'investissement soient transparentes et il faut que les investisseurs sachent que avec les informations qu'ils ont, on peut gagner comme on peut perdre de l'argent. C'est en fait ce que vous essayez de dire. On va rentrer dans la dernière partie voilà, de cette interview. C'est vrai, la crypto, c'est l'avenir, mais il faut que les Africains vraiment entrent dans ce domaine-là, sinon ben, on va rater le train, comme on le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vulgariser ou accélérer l'adoption de la crypto en Afrique? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour cela? C'est assez
c'est assez marrant, mais Oui. l'Africain a une mentalité de dire que il ne croit pas. Il ne croit pas à beaucoup de choses. Le manque de confiance, quoi. Le manque de confiance et le manque de confiance en elle-même. Oui. C'est surtout ces croyances limitantes-là qui fait un peu de défaut. L'Africain a plus de complexes. Il ne croit pas aux potentialités et il est plus dans le confort et il est aussi moulé dans un classique. Il se refuse toute révolution. La preuve, c'est que chez nous au pays, il y a eu un révolutionnaire, mais cette révolution n'est pas allée loin. Donc, toutes les révolutions doivent amener ou apporter des changements. Si on parle aujourd'hui de crypto, on parle de révolution et de changement de comportement, de mentalité et d'action et d'innovation également. C'est bien de se dire qu'aujourd'hui, on va être plus classique, on va être conservateur, on va être ceci et cela, et se refuser de se former. Parce que quand je discute avec beaucoup de personnes, bon, ils se disent, votre affaire là, c'est déjà des préjugés, c'est déjà une arnaque, il y a des sociétés qui ont déjà arnaqué des gens, etc., etc. Et ils ne voient pas la beauté de l'écosystème qu'on peut et de la transparence qu'on les offre. Vous voyez que avec cette révolution, on parle plus de démocratie populaire. Et cette démocratie populaire, elle a existé en Afrique. Le pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, il y a des moyens de pouvoir éliminer tous les intermédiaires qui sont source de corruption, qui sont source de conflits, qui sont source de malentendus, qui sont source de ragots et source de beaucoup de choses. On a une technologie qui nous permet de pouvoir éliminer tous ces intermédiaires. Parce que c'est quand il y a de l'intermédiation qu'il y a des problèmes, qu'il y a malentendu. Mais quand aujourd'hui on a la possibilité de faire des choses de pire à pire, de pire à pire, voilà, il y a une possibilité de se dire que un nouveau monde, un nouveau horizon s'offre et permet de pouvoir prouver, de pouvoir sceller toutes nos actions d'aujourd'hui et de les enregistrer pour qu'elles puissent me ressortir même si c'est dans 100 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait pour que les Africains comprennent cela? Nous avons des communications que nous faisons. Ce que vous faites, politique, économie, blockchain, c'est une sensibilisation. Mais vous voyez que vous donnez, ou nous nous donnons du mal à donner du contenu gratuit de valeur et à forte valeur ajoutée gratuitement à des personnes qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas conscience de la valeur de ce que nous les apportons. Et ils sont beaucoup plus limités. Le mindset, le changement de mentalité, ça vient d'abord de l'intérieur. Il faut que ces jeunes Africains-là se disent que oui, il y a des parts de risque, il y a des parts de responsabilité, mais il faut que nous nous formions, nous nous auto. Voilà. Parce que nous, on peut organiser des programmes de formation pour eux, mais c'est à eux de s'auto-former pour pouvoir comprendre tout cela. C'est à eux de pouvoir faire des recherches, de s'auto-challenger et de se dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'actualité qu'on nous donne, comment je peux le vérifier? Faire des recherches, faire de la lecture, participer à des conférences, suivre, partager surtout. Ces conférences que moi j'ai suivies, je vais le partager à un tel, à un tel.
et ça va nous permettre de mieux nous sortir de l'ignorance. Ouais. Je pense que vous avez donné là de bonnes directions. Vous avez parlé d'éducation, disons auto-éducation et même rééducation et partage, autodiscipline, responsabilité. Je pense qu'on peut sortir tout cela de ce que vous avez dit. J'espère que vraiment les jeunes j'espère qu'ils vont entendre ça et se réveiller, se mettre à fond voilà, voilà, le développement de l'Afrique, comme on le dit. Voilà. On va terminer peut-être avec le mot de la fin. Donc, vous avez la parole. Mon mot de fin, c'est vraiment demander à l'Éternel de nous accorder encore plus de lumière pour qu'on puisse éclairer toutes ces personnes qu'on va croiser. Je crois que déjà, on s'est rencontré, tu as une lumière pour moi, que Dieu te bénisse. Merci. Qu'il bénisse ta communauté, qu'il bénisse ces personnes-là qui vont partager ce message, qui vont repartager ce message autour d'eux, que tous puissent profiter des bénédictions de l'Éternel. Et également remercier tous ces ambassadeurs EQUEM de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, des États-Unis, de la Gambie, de l'Afrique du Sud, de la Chine, du monde entier, tous ces ambassadeurs qui sont là, qui font preuve de sacrifice et de volontariat pour que on puisse apporter à la jeunesse africaine une concrétisation de la vision du projet EQUEM. Voilà, que la fondation EQUEM puisse en tout cas avoir beaucoup plus d'ambassadeurs également pour pouvoir aider la réalisation et la concrétisation pérenne de ce projet-là. On a tous une vie. Il ne sert à rien de la vivre sans se mettre au service de l'humanité. Nous avons une vie, nous devions tout faire pour la vivre utile. Vivre utile, c'est s'engager pour les causes de nos communautés, c'est s'engager pour la liberté de nos communautés, c'est s'engager pour la construction d'une meilleure communauté. Et dans toutes les communautés, il y a des failles, il y a des erreurs, il y a des personnes imparfaites, y compris moi ou moi en premier. Voilà, je suis imparfait. Les préjugés ou les actions du passé doivent m'amener à être une meilleure personne. Donc, on n'a qu'à également se pardonner pour pouvoir s'aligner à une meilleure construction d'un monde meilleur. Pour dire que, voilà, il y a des fois où vous avez envie de bien faire, vous pouvez toujours bien faire. Parce que bien n'est jamais bien. Pour me référer à votre message, tout est un éternel recommencement et recommençons toujours par bien faire ce que nous avons déjà bien fait. Merci. Je dirais que c'est une très belle manière de terminer. Éternel recommencement. Ce qui est sûr, on espère que en recommençant, qu'on fasse mieux ce qu'on a fait avant. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Merci à Ismaël Issa de nous avoir, voilà, d'avoir accepté l'interview. Et je suis sûr que je vais vous inviter à nouveau. Parce que, comme je le dis, vous êtes très intéressant, vous avez beaucoup d'idées. Donc, sûrement, c'est un au revoir. Hein, puis on reste connecté. Et puis, bon, quand j'arrive au Burkina Faso, Bobo Dioulasso, c'est ça? Vous êtes à Bobo Dioulasso? Voilà, vous êtes dans quel quartier à Bobo Dioulasso?
Je suis à Wenzenville. Ok, donc ben, coucou à tous les gars de Wenzenville. Je sais que à Bobo du Lasso, il y a les grands quartiers à Carville, Wenzenville, des trucs comme ça. Donc, coucou aux gars de Bobo. Et puis, ben, merci encore. Et puis, ben, voilà.